Je me dirige plus comme ça ou Non, on va se regarder, c'est moi qui vais poser les questions. Ok. Donc on va attendre juste quelques instants que le direct se lance, puis que les internautes rejoignent notre direct. Voilà. Eh bien, bonjour Kémy Seba. Bonjour Kamara. Bonjour à tous les internautes qui suivent cette interview en direct. Vous êtes arrivé ce matin à l'aéroport d'Orly, en provenance du Sénégal, d'où vous avez été expulsé. Alors pour les internautes, est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions de cette expulsion? Tout d'abord, je précise que j'ai un sentiment étrange. C'est la première fois de l'histoire que j'entends qu'un Africain est expulsé d'Afrique vers la France. Généralement, c'est le contraire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai organisé depuis un certain nombre de temps des mobilisations, de dénonciation du franc CFA que nous estimons être, à juste titre d'ailleurs, une monnaie coloniale. Le franc CFA est une monnaie qui appartient en grande partie à la Banque de France, qui est battue à Chamaillères en France. La Banque de France a le droit de veto à l'intérieur des réunions de nos banques centrales africaines. Et donc j'ai organisé un peu partout sur le continent africain, en Afrique francophone du moins, des manifestations de contestation qui ont réuni bon nombre de gens au sein des masses africaines, qui ont réuni véritablement pour la première fois depuis sa création dans les années 40 au XXe siècle, qui ont réuni la jeunesse africaine. Et lors de la dernière mobilisation contre le franc CFA et plus globalement contre la France-Afrique, puisque le colonialisme français, prétendument parlant, ils disent que ça a cessé, mais en réalité il a juste muté, il est passé d'un colonialisme vieillot à un néocolonialisme modernisé. J'ai pris l'initiative, c'était une réflexion que j'avais mûrie depuis un certain nombre de temps, de brûler de manière symbolique un billet de 5000 francs CFA, afin d'alerter l'opinion publique, en regardant un petit peu ce qui avait été fait à l'époque du printemps arabe, lorsque un jeune militant s'était immolé pour alerter l'opinion publique sur le drame que vivait la population. J'ai brûlé ce billet pour rappeler au monde entier que la jeunesse africaine est paupérisée, ostracisée, pillée économiquement, et que le franc CFA, s'il n'est pas la seule et unique raison qui sous-tend la situation dans laquelle nous sommes, mais c'est un symbole de notre pillage par l'oligarchie, je précise bien, je ne parle pas de la population française qui elle-même souffre aussi, on le voit dans ce pays, mais par l'oligarchie française, et aussi par nos chefs d'État qui sont pour la plupart du temps, malheureusement, souvent des potentats locaux, pas tous, mais bon nombre d'entre eux. En brûlant ce billet, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, sans doute sur demande de la Banque de France, sur conseil de la Banque de France ou des autorités françaises, a porté plainte, chose qui n'est quasiment jamais arrivée dans ce genre de domaine, et j'ai été incarcéré de manière préventive, dans une prison où les droits de l'homme, je pense, n'ont jamais croisé les murs, qui est la prison de Rebeuss. J'y suis resté 5 jours, j'ai été jugé. Et par la pression continentale extraordinaire de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée, je pense, de manière historique, ce n'est pas moi qui le dis, c'était la plupart des médias locaux. Et grâce à un avocat exceptionnel, le maître Koray Shiba, qui a rappelé que dans les textes de loi, il est dit qu'il est interdit de brûler des billets. Mais légalement, il n'était pas écrit qu'il était interdit de brûler un billet, chose qu'on avait étudiée depuis un certain temps. Eh bien, j'ai été acquitté. Et je pensais qu'après ce débat et après avoir permis que la question du franc CFA devienne un débat international, c'était la stratégie, c'était l'objectif. Certains critiquaient la méthode, mais la plupart de ceux qui critiquaient la méthode, qui sont les, entre guillemets, intellectuels africains, bien souvent nous considérés comme intellectuels par l'Occident, beaucoup plus que par le peuple africain, ceux qui critiquaient la méthode eux-mêmes n'avaient pas proposé une méthode meilleure pour que ce débat puisse être audible. Donc il fallait qu'on fasse preuve d'ingéniosité et de nouveauté dans la façon d'agir et de provocation. On a réussi à le faire et on souhaitait qu'à partir de cette action-là, les autorités africaines tendent l'oreille sur le cri de douleur de cette jeunesse africaine. Parce que c'est une question qui dépasse de très loin ma seule compétence et ma seule personne. Il serait, à mon sens, hasardeux de personnaliser cette thématique-là. C'est une question générationnelle. Je ne suis qu'un porte-voix, peut-être écouté par beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais je ne suis qu'un symbole. En aucun cas, je ne représente la problématique. Mais malheureusement, suite à cette manifestation spectaculaire de la jeunesse africaine,
les autorités africaines symbolisées par le président Alassane Dramane Ouattara n'ont rien trouvé d'autre qu'aller à la rencontre, en tout cas par le biais de Ouattara, qui représente la BCEAO lui aussi, et la CEDEAO surtout. C'est les banques centrales. Donc la BCEAO, c'est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et la CEDEAO, c'est la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et eh bien, il est allé voir le président Macron. Et tous les deux ont chanté les louanges du franc CFA. À un moment où la société civile africaine dit qu'elle ne veut plus de cette monnaie, Alassane Ouattara et Macron vont plus loin en disant qu'il faut étendre la zone du franc CFA à des pays d'Afrique anglophone qui ne l'utilisent pas. On a considéré ça comme une provocation, comme un mépris vis-à-vis du peuple. Et donc j'ai décidé, après mûre réflexion, de lancer un nouvel appel à la mobilisation dans toutes les capitales d'Afrique francophone contre le franc CFA, une révolution anti-CFA, anti-colonialisme français en Afrique. Et la démarche qui est la nôtre a été soutenue par bon nombre de personnes, par des artistes, par des gens de la société civile, par des sportifs, par des gens du peuple. Et j'ai déclaré que je trouvais dommage que Macky Sall, qui est un esprit à mon sens brillant, peut-être que je me trompe, soit dans une dynamique de suivre les velléités des autorités françaises et des intérêts français. Le Sénégal, c'est le pays de personnes qui ont résisté aussi, il faut le préciser. Mobutu Dia, c'est un grand résistant africain face à la pensée dominante, face à l'oppression culturelle. Avant lui, bien évidemment, les El Hadj Omar El Tidiane, les Cheikh Ahmadou Bamba, durant les périodes coloniales, ont résisté. Cheikh Anta Diop, ce sont des gens qui se sont battus. Et j'ai dit qu'il ne faut pas que Macky Sall trahisse sa mission. Apparemment, dire cela et préparer des mobilisations contre le franc CFA. Et je pense que leur service de renseignement savait que là, c'est quelque chose qui est en train de prendre et qui va se faire. Hein, c'est des choses qui vont se faire le 16 septembre. Ça a déclenché leur hystérie. Ils ont déclaré que j'étais un trouble, une menace grave à l'ordre public. Ce qui est intéressant, c'est que je semble être moins une menace, ou plus une menace plutôt que des touristes sexuels occidentaux qui viennent violer à Sali des petites africaines de 15 ans, 13 ans, 14 ans contre des bouchées de pain. Ça, ils ne font pas le ménage pour ça au Sénégal. Par contre, pour quelqu'un qui se bat pour la souveraineté africaine, un afro-descendant né en France, quelque chose que je n'ai jamais nié. Je suis un afro-descendant comme Kylian Mbappé, comme Nicolas Anelka, je suis né ici. J'ai connu l'ostracisation ici. Et j'ai décidé qu'en tant que fils d'Afrique, mon rôle était de rentrer. De perdre bon nombre des avantages ici, parce qu'en France, il ne faut pas qu'on se montre qu'il y a beaucoup d'avantages. Rentrer en Afrique, mettre les mains dans le cambouis. Et le peuple m'a compris, le peuple me comprend profondément. Mais les autorités africaines, certaines, et la bourgeoisie locale, parce qu'il faut le rappeler, il y a une bourgeoisie locale qui vit sur ce lit qu'est le franc CFA, et qui ne veut pas qu'on quitte cette plantation. Ce sont les mêmes qui ont vendu leurs frères à Gorée, qui se réjouissent peut-être que je parte, mais ils sont une minorité. Et je vais revenir très bientôt. Alors, pour revenir sur cet arrêté d'expulsion, donc il est noté que vous représentiez donc une menace grave à l'ordre public, et on retrouve dans cet arrêté l'expression suivante: on vous reproche des propos désobligeants contre des chefs d'État africains. Je ne sais pas si c'est la planète des singes dans laquelle on est, ou dans une autre galaxie. Je pensais que c'était ce qu'on appelle la liberté de penser. Que de dire qu'il y a des dirigeants africains qui se couchent face à des velléités extérieures. Je pensais que c'était la liberté de penser que de dire que nos dirigeants africains ne faisaient rien pour leur population. J'ai vu bien souvent des bien-pensants cooptés dire que c'était du populisme que de dire ça. Mais originellement parlant, populisme, c'est parler le langage du peuple. C'est en harmonie avec les intérêts du peuple, avant que ça prenne une connotation, historiquement parlant, par la suite péjorative. Le peuple vit dans des conditions inimaginables sur le continent, excrémentielles. Je ne pensais pas pouvoir vivre ça, voir ça. Et il arrive un moment où, vous savez, quand vous vivez dans la diaspora, vous dites le problème c'est l'Occident, c'est l'Occident, c'est l'Occident. Quand vous allez sur le continent africain,
et que vous voyez une minorité africaine qui vit sur des milliards, qui vit dans une opulence dérégulée, démesurée, et que la population africaine crève. Des gens meurent de la grippe parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se prendre des médicaments. Mon rôle et le rôle des souverainistes africains, c'est de dire que nos dirigeants trahissent leur mission. Et l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste, c'est de dire que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. C'est ce qu'ils appellent des propos désobligeants, mais je continuerai toute ma vie à les tenir. Je serai proche des dirigeants africains qui veulent la souveraineté africaine. Je combattrai ceux qui veulent la soumission de l'Afrique vis-à-vis des forces exogènes. Il y a eu quelques réactions par rapport à cette expulsion, et notamment d'organisations, d'ONG internationales reconnues comme Amnesty, qui ont dénoncé ces méthodes. Quelles ont été les réactions locales à votre expulsion au Sénégal? J'ai cru entendre, d'après ce que les policiers qui me gardaient m'ont dit, qu'il y avait des émeutes à l'aéroport quand j'ai été arrêté. La société civile a craqué légitimement, voyant dans cet acte politique un acte de forfaiture, de trahison et de déportation, qui rappelle la manière dont certains aïeux ont été déportés à Gorée, parce qu'il y avait l'esclavagiste extérieur. Mais il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et bon nombre d'ONG, de la société civile, pour ne pas dire la quasi-totalité, même celles avec lesquelles on pouvait avoir des désaccords, parfois stratégiques, se sont joints à cette mobilisation contre le néocolonialisme monétaire et contre mon incarcération et contre mon expulsion. Ils voulaient nous noyer, ils sont en train d'apprendre à la jeunesse africaine l'apnée. Et quand on va sortir de cette eau, je peux vous assurer que pendant très longtemps on va respirer. Alors, pour revenir sur un aspect un peu plus technique donc, de votre objet de revendication, donc ce fameux franc CFA, vous dites qu'il s'agit d'un instrument visant à, entre guillemets, soumettre l'Afrique par la monnaie. Concrètement, en quoi le franc CFA porte atteinte à l'économie africaine? On va dire très simple, on peut même aller plus loin. En quoi le franc CFA porte atteinte à la politique africaine? On dit toujours que l'économie est le centre de gravité de la politique. Celui qui contrôle votre économie contrôle votre politique. Aujourd'hui, le franc CFA est subdivisé en plusieurs zones. Il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale, et ce qui sont les zones principales, va-t-on dire. Et à l'intérieur de ces dernières, la Banque de France a des représentants qui disent si oui ou non elles sont d'accord avec les décisions qui sont prises par les banques d'Afrique centrale ou les banques d'Afrique de l'Ouest. Il suffit que quelque chose n'aille pas dans les intérêts de la Banque de France pour qu'un droit de veto soit émis par des représentants de la Banque de France. Parle-t-on de souveraineté dans ces conditions-là? Sachant que les intérêts des populations africaines, quand on parle de souveraineté, ne peuvent jamais être systématiquement en harmonie avec les intérêts de la Banque de France, ce qui est complètement logique. Il y a le procédé qu'on appelle les comptes d'opération, d'accord, qui sont donc des systèmes par lesquels nos banques centrales doivent reverser des sommes astronomiques, des recettes émanant de leurs gains, d'accord, à la Banque de France, puisque celle-ci est celle qui frappe monnaie, qui imprime la monnaie à chamaillère. Comment voulons-nous parler au XXIe siècle? Et je parle de la manière la plus claire possible, parce que, vous savez, on peut parler de manière extrêmement complexe, technique, abstraite, mais le peuple ne comprendra rien, comme ça a été le cas pendant des années. Depuis les années 80, des thèses ont été données par des brillants économistes comme M. Pouemi par exemple, ou l'aîné Agbo, ou Mamadou Koulibaly, tous ces derniers sont dans notre front anti-CFA, mais le peuple n'écoutait pas ces derniers parce que ce n'est pas quelque chose de simple, il faut parler un langage simple. Aujourd'hui, les décisions économiques sont orientées par la Banque de France. Les recettes que nous avons vis-à-vis de ce franc CFA, une grande partie sont envoyées par le biais des comptes d'opération à la Banque de France. Ces deux éléments, je pourrais en citer pléthore, mais à eux seuls devraient et interrogent de manière spectaculaire les masses africaines en se disant est-ce qu'on peut parler de libération, d'indépendance, alors que ce qui nous sert à payer, à acheter un certain nombre de choses est contrôlé, modelé, façonné par une entité
extérieur qui était considéré comme colonial hier et que tout le monde sait être néocolonial aujourd'hui. Je vous remercie pour ces explications. Donc, pour ceux qui nous regardent en direct, il y a plus de 3000 personnes qui sont là. Je les remercie de suivre ce direct. Et il y a énormément de messages de soutien envers vous. Mais je tiens à préciser, si vous le permettez, il faut bien qu'on comprenne que le combat que nous menons, il y a eu une intoxication des médias mythomanes, par exemple Le Monde Afrique, qui est une extension du Quai d'Orsay, il faut le préciser. Ça, ce sont mes propos, je les assume. Ils sont sponsorisés par le Quai d'Orsay, c'est marqué sur leur site. Jeune Afrique ? Non, Le Monde Afrique, le journal Le Monde. Je pourrais parler de Jeune Afrique, mais qui, malgré toutes les critiques que j'ai apportées vis-à-vis de ces derniers, même eux sont plus objectifs que le journal Le Monde Afrique, qui eux sont sponsorisés par le Quai d'Orsay. Le Monde Afrique fait un travail d'intoxication médiatique spectaculaire en nous faisant passer pour des monstres, des mangeurs d'occidentaux. Nous voudrions chasser des caucasiens d'Afrique. Pourtant, il y a des prolétaires occidentaux qui sont présents avec nous sur le terrain en Afrique et qui soutiennent nos revendications. Notre combat n'est pas un combat de race, c'est un combat de classe. Nous sommes opprimés par une élite financière qui est aussi bien blanche que noire. Donc ce n'est pas une question de race, de noir contre blanc, c'est une question d'entité prolétarisée contre l'élite financière internationale. Il faut le préciser. Et en ce sens-là, les prolétaires occidentaux sont nos frères, les prolétaires du Moyen-Orient sont nos frères, les prolétaires d'Amérique du Sud sont nos frères, les prolétaires d'Asie sont nos frères. C'est le combat des damnés de la terre. Il ne faut absolument pas l'oublier. En fait, je vous parlais de toutes ces personnes qui mettaient des messages de soutien pour vous demander quelle est en Afrique, en tout cas au Sénégal où vous étiez dernièrement, la proportion de gens qui souhaiteraient sortir du franc CFA. Est-ce qu'il y a des études à ce sujet, ou alors par exemple lors de vos manifestations, les dernières manifestations, combien il y avait de personnes environ? Ok, alors il faut répondre, si vous permettez, on va répondre même au-delà du Sénégal, parce que ça serait une erreur de contextualiser ça uniquement à la dynamique sénégalaise, parce que j'organisais les mobilisations dans toutes les capitales d'Afrique francophone, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble. De l'avis des spécialistes, vous savez, nous on n'a pas les sondages, on n'a pas le sondage Ipsos comme vous avez ça ici, ça coûterait peut-être trop cher au pays. Mais de l'avis des spécialistes, jamais la société civile les sociétés civiles africaines ne se sont autant mobilisées depuis les indépendances que pour cette question du franc CFA. Je continue en approfondissant cette réflexion, en vous rajoutant que c'est la première fois depuis la période des indépendances qu'il y a des mobilisations simultanées, transnationales, en Afrique francophone pour un objectif commun. Ça n'était pas arrivé depuis la période des indépendances. Ce sont des jeunes majoritairement qui se mobilisent. Et tout le monde dit qu'il y a des prémices d'un printemps arabe naissant. La différence, c'est que notre printemps à nous, ou notre automne, vu la saison, ne sera pas sponsorisé par des forces exogènes, par des ONG exogènes, CF, Soros et autres, jamais. Ça sera une révolution autodéterminée, et ça sera une révolution pacifique. Nous aurions pu casser beaucoup de choses. Nous aurions pu, il suffit aujourd'hui que j'appelle à s'attaquer à des représentations françaises, je peux vous assurer que les choses vont le faire. Je ne le ferai pas. Mon message n'est pas de m'attaquer à des individus. Notre combat est de nous attaquer à un principe qui veut nous asphyxier. Et nous voulons que ce débat ne soit pas un débat de couleur, mais ce soit un débat de douleur. Que les personnes qui sont sensibles à la justice sociale soient de notre côté. Je demande à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui la bataille. Et c'est ça notre victoire, c'est ce qui fait que nous sommes capables de mobiliser tant de gens sur le continent africain et ailleurs. Internet, c'est notre libération. Il y a une certaine époque, les médias mensonges pouvaient raconter tout et n'importe quoi et faire croire que les résistants étaient des démons et que les démons étaient des résistants. Aujourd'hui, des gens comme Le Monde Afrique sont confondus parce que la rue sait sur le terrain ce que nous faisons. Et Internet nous aide à cela. Que personne ne se laisse intoxiquer. C'est pour ça que j'ai accepté, le premier média que j'ai accepté, auquel j'ai accepté de parler aujourd'hui, télé, vidéo, c'était, après Cercle Volontaire, c'était Russia Today. Et ce n'est pas un hasard pour moi, parce que Russia Today symbolise une information multipolaire et une possibilité de donner une information qui ne soit pas cloisonnée, qui ne soit pas matrixée, qui ne soit pas remixée. Je laisse ça aux DJ du Monde Afrique et de ces autres médias que nous connaissons.
Comment vous êtes donc l'une des figures les plus importantes dans ce mouvement. Est-ce que le fait d'avoir perdu, que ce mouvement ait perdu en tout cas sur place son leader ne va pas le freiner? Comment ça se passe en ce moment là-bas? Est-ce que la manifestation du 16 est maintenue? Ça serait une erreur. Est-ce que vous allez y retourner? Ça serait une erreur de penser que le mouvement m'a perdu, parce que la résistance est globale. Ils m'ont chassé du Sénégal, mais à plein de pays en Afrique, dans les pays de la zone franc. Et il est évident que si on m'a expulsé ici, ils m'ont expulsé ici parce que certains ont dit que c'est parce que je n'avais la nationalité que française. Ce n'était pas que pour ça. J'ai eu les informations, la confirmation d'un des policiers dont je ne tairai le nom, qu'il y a eu des accords qui ont été passés apparemment entre les autorités, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ce sont ces propos entre les autorités sénégalaises et les autorités françaises. Peut-être que ça les a arrangés plus qu'on me sorte du Sénégal parce qu'ils me considéraient comme trop dangereux par rapport aux mobilisations. Mais je repars bientôt en Afrique francophone, mener ce combat, parce que c'est le combat de notre génération. Et là où je suis, de là où je suis ici, je vais articuler et organiser les choses. Peut-être que le 16 septembre, parce qu'il y a une mobilisation qui se déroulera aussi dans la diaspora, notamment à Paris, peut-être que je serai ici. Et après, j'irai en Afrique francophone. Donc, ils nous ont donné plus que de la force. Ils pensaient nous noyer, et je le redis, ils nous ont appris l'apnée. Ils voulaient construire notre tombe, mais ils ont dessiné le trône d'une nouvelle génération africaine qui ne veut plus de ce principe de soumission. Et on est interconnectés. Internet fait qu'au moment où je vous parle, je peux parler avec des gens à Yamoussoukro, je peux parler avec des gens à Abidjan, je peux parler avec les gens à Dakar, je peux parler avec tout le monde. Tout se gère, tout s'organise. Ils m'ont délocalisé, et ça tombe bien, ils ont anticipé un processus qui était déjà mis en place de notre côté, qui était que on pensait qu'il était nécessaire pour que accentuer ce combat de se délocaliser, parce que les autorités sénégalaises ont fait le choix de la trahison, objectivement. Et là, on est face à cette réalité et on va plus que jamais avancer dans cette direction. Mais en aucun cas, ils ont freiné quoi que ce soit. Ils ont mis de l'huile sur le feu. Quand je vois qu'ils ont réussi, de par leur répression, à faire en sorte que des gens qui avaient des avis divergents ont été capables de se donner la main. Moi-même, j'ai pu mettre de côté des choses qui me séparaient de certains. Et on s'est donné la main. C'est un acte fort. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'unir la jeunesse africaine. Et c'est là l'une des choses les plus fortes qu'ils pouvaient faire. Et si mon acte de brûler ce billet qui me pousse à être séparé des miens, de perdre un certain nombre de choses que j'avais là-bas, si le prix à payer c'est cela pour que notre jeunesse africaine puisse récupérer sa souveraineté, alors je suis prêt à en payer le prix. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet d'Emmanuel Macron par rapport à sa rencontre avec le président Ouattara à propos du franc CFA. Mais le président Macron avait fait une déclaration qui avait fait polémique concernant l'Afrique, où il avait dit que le problème de l'Afrique, plus ou moins c'était ces mots, le problème était la fertilité des femmes africaines, qu'elles faisaient trop d'enfants. Je vous ai vu que vous aviez écrit justement à ce sujet-là. Selon vous, qu'est-ce que ça dénote chez Emmanuel Macron, une déclaration de ce genre? Moi, j'ai pas envie d'être dans l'attaque ad hominem, hein, mais je peux comprendre en faisant un peu de psychologie que quelqu'un qui malheureusement n'a pas la capacité d'en faire avec sa dame puisse peut-être, ce sont mes propos, hein, que j'assume, puisse peut-être ne pas concevoir que d'autres en fassent beaucoup. Et je ne jugerai jamais Brigitte Macron et Emmanuel Macron sur ces propos-là. Le deuxième point, parce que je dois faire preuve de compassion, c'est de me dire que Emmanuel Macron ne connaît rien du continent africain. On ne peut pas être à la fois dans les beaux palais, dans les belles banques de Rothschild, et comprendre la douleur du prolétariat africain. Donc je ne vais pas l'incriminer, je ne vais pas l'injurier. Je pense qu'il a déjà beaucoup à faire. Et il faut qu'il sache que nous n'avons que faire de ses conseils. Nous savons qu'il ne comprend rien à l'Afrique. C'est pas parce qu'il a trié sur le volet une nouvelle oligarchie africaine pour son conseil de l'Afrique. On ne fait que nommer des gens, coopter des gens qui sont eux-mêmes des nantis là où ils sont, en pensant que ce sont eux qui vont vous expliquer comment le peuple souffre. Moi, je peux parler du peuple. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas de classe moyenne. C'est soit vous êtes pauvre, soit vous êtes très riche.
Au milieu, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, les journalistes, comme c'est mon cas là-bas. Je suis chroniqueur à Vox Africa, je devais reprendre un 2S TV, on va voir comment on va faire puisque je suis expulsé maintenant. Je devais être sur les 2 chaînes à la rentrée, donc la rentrée là-bas c'est fin septembre. Les journalistes gagnent leur vie honorablement, humblement. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas les plus pauvres, mais ils sont loin d'être riches. Et moi je suis plus proche de la douleur de ceux qui n'ont rien que de l'opulence de ceux qui ont tout. Par choix et par conviction. Même si des pots de vin, des tas de choses m'ont été proposées pour que je me taise. Si vous saviez, je préfère être libre dans la difficulté qu'être pauvre intellectuellement et sur terrain de la dignité dans l'opulence, économiquement parlant. Certains, et ce sera, je pense, ma dernière question, certains vous surnomment le Malcolm X français. Je sais que ce genre de comparaison n'est pas toujours heureuse, mais qu'est-ce que vous pensez de ce surnom? Je pense que c'est toujours raccourcir les gens que d'essayer de les accoler à d'autres individus du passé qui ont fait leurs choses en leur temps, avec leur réalité. J'aime Malcolm, j'en aime d'autres, parfois même plus, beaucoup plus, par rapport à ma sensibilité. Mais je suis Kémy Séba. Je ne suis ni Malcolm X, et bien que j'ai le passeport français, je suis un afro-descendant, je me considère plus comme tel. C'est pour ça que je vais repartir prochainement. Et j'essaie d'inscrire ce combat dans notre génération, avec les réalités qui sont les miennes. Je suis un enfant de la génération hip-hop, avec un caractère peut-être un peu plus rebelle, beaucoup moins convenu, avec un langage beaucoup moins policé, même si Malcolm était tout sauf policé. C'est un aîné, mais j'ai ma propre réalité. Et ce combat, ce n'est rien d'autre qu'une course de relais. Avant Malcolm, il y avait des Garvey. Avant des Garvey, il y en avait d'autres. Avant d'autres, il y en avait d'autres encore. Après moi, il y en aura d'autres. Et avec moi, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Il ne faut pas qu'on fasse de moi une figure, un leader ou autre. Je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement quelqu'un qui ne peut plus accepter de voir son peuple, sa population, se faire ostraciser partout où elle est. Et en priorité chez elle, par ses propres dirigeants. Raison pour laquelle je mène ce combat au péril de ma vie. J'ai 35 ans. Je ne sais pas si à 40 ans je serai encore debout sur cette terre, mais je ferai en sorte que durant le temps où je suis présent sur ce sol, qu'est la terre, j'aurai le menton dressé vers le ciel. Et en l'honneur de mes ancêtres, et je demande à ce que chacun le retienne, en l'honneur de mes ancêtres, je ferai en sorte de protéger notre continent. Et de faire en sorte que les ressources de ce continent bénéficient à notre peuple. Comme le dit le président Poutine, chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. C'est la réalité qui est la nôtre. Eh bien, Kémy Séba, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie à RFI infiniment. France. Merci. Et bien sûr, nous continuerons à suivre ces mobilisations, donc je le rappelle, contre le franc CFA. Exactement. Et contre la France-Afrique de manière générale. Et contre la France-Afrique. Et donc la prochaine grande manifestation aura donc lieu le 16 septembre dans toutes les capitales d'Afrique francophone, aux Antilles aussi, qui sont des territoires peuplés par des Africains qui sont colonisés, il faut le savoir, par l'oligarchie française, parisienne, et dans les capitales de la diaspora en Occident, Paris, Bruxelles, en Suisse aussi, Lausanne normalement, il y aura des mobilisations aussi. Je vous remercie. Force et honneur. Merci.